Bonjour et bienvenue à tous. Donc on va entamer une nouvelle série de capsules vidéo. Série de capsules vidéo en rapport avec le paragraphe qui s'intitule Les lois de Kepler, hein, paragraphe du programme de classe de terminale. Vous verrez, il y aura à peu près 4 ou 5 capsules vidéo qui vont permettre de traiter un exercice type portant sur les lois de Kepler. Il y aura à peu près 17 questions, mais ces 17 questions auront le mérite de balayer tout ce qu'il faut savoir concernant les lois de Kepler. Si vous réussissez à comprendre un petit peu la méthodologie qui va être présentée dans cette série de capsules vidéo, vous pourrez plus ou moins vous estimer prêt pour cette partie du programme. Il faudra bien évidemment tout de même faire d'autres exercices à côté, mais ça devrait être beaucoup plus simple de faire de nouveaux exercices après avoir suivi la méthodologie qui va être présentée dans cette série de capsules vidéo. De quoi s'agit-il? Alors, je vous présente le sujet. Le sujet est sous vos yeux. Alors, je décale un petit peu. Alors, le sujet est le suivant. Il y a une planète. Donc, le sujet parle d'une planète hein, qui gravite autour du Soleil. On vous indique que le Soleil se trouve en F1 et on vous parle de trajectoire elliptique. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous indique aussi qu'on étudie le mouvement de la planète, autour du Soleil, dans le référentiel héliocentrique qui est considéré comme galiléen. Alors, la première question de ce sujet est la suivante. En utilisant une des lois de Kepler, justifier la position du Soleil indiquée sur la figure ci-dessus. Donc, le sujet indique que le Soleil se trouve dans ce point-là. Bien évidemment, la loi de Kepler qui fait référence à cette première question est la première loi. La première loi de Kepler. Donc, la première loi de Kepler précise évidemment que la trajectoire des planètes autour du Soleil ne décrivent pas des cercles, hein, comme on a pu l'apprendre dans les classes précédentes, mais décrivent une courbe mathématique qu'on appelle une ellipse, hein, qui finalement, de manière résumée, ressemble un petit peu à un cercle aplati. Et la nouveauté, c'est que contrairement à la caractérisation d'un cercle, hein, la caractérisation d'un cercle se fait avec son centre et le rayon. Par contre, pour caractériser une ellipse, hein, vous étudierez les ellipses dans votre programme de mathématiques ou de physique après le bac, hein. En tous les cas, sachez que pour caractériser une ellipse, il y a deux points caractéristiques qu'on appelle les foyers de l'ellipse. Et la première loi de Kepler stipule donc que les planètes décrivent des trajectoires elliptiques autour du Soleil. Et surtout, n'oubliez pas la deuxième partie de la première loi de Kepler qui stipule que le Soleil occupe l'un des deux foyers. Alors, qu'importe lequel que vous choisissez, hein, c'est arbitraire. En tous les cas, la première loi de Kepler indique que le foyer de l'ellipse est occupé par l'un des deux foyers de l'ellipse est occupé par le Soleil. Donc, je note de manière résumée, sachant que j'ai tout dit à l'oral, il s'agit d'une ellipse, la notion de trajectoire elliptique, plus le Soleil qui appartient au foyer, l'un des deux foyers. Voilà. Donc vous verrez durant cette correction, je vais en dire beaucoup à l'oral. Il va apparaître peu de traces écrites. Néanmoins, le jour de l'examen, bien évidemment, ce qu'il faut essayer de retranscrire de manière résumée sur vos copies, c'est plutôt ce qui est dit à l'oral. Alors, on va passer à la deuxième question. Alors, deuxième question est la suivante. On suppose que les durées de parcours entre les points M1 et M'1, donc la durée de parcours pour que la planète aille de M1 à M'1, puis M2 à M'2, donc bien évidemment la planète évolue, hein. La durée pour parcourir cette distance-là et la durée pour parcourir cette distance-ci, ces durées sont égales. La question est la suivante. En utilisant une des lois de Kepler, déterminez la relation entre les aires assurées A1 et l'aire assurée A2 sur la figure ci-dessus. Alors, il faut évoquer bien évidemment la deuxième loi de Kepler.
Donc la deuxième loi de Kepler, qui, de par sa formulation, est assez simple, mais attention à ne pas vous emmêler les pinceaux lorsque vous formulez la deuxième loi de Kepler. La deuxième loi de Kepler stipule la chose suivante. Durant des durées égales, attention, les durées doivent être égales, le rayon vecteur, donc le rayon vecteur, c'est le rayon qui relie le foyer à la position de la planète, hein. Donc le rayon vecteur, bien évidemment, il évolue, il balaye une certaine aire. Donc le rayon vecteur balaye des aires égales. D'accord? Donc du coup, on peut écrire que A1, l'aire balayée par le rayon vecteur pour aller de M1 à M'1 est égal à l'aire balayée par le rayon vecteur pour aller de M2 à M'2. Je vais le noter entre parenthèses. Même durée, c'est très important. Le même delta T. Donc voici pour la question 2. Alors, question suivante. Il s'agit de la question 3. Alors, la valeur de la vitesse moyenne entre les points M1 et M'1 est-elle inférieure, égale ou supérieure à celle entre les points M2 et M'2? Justifié. Alors, la planète va-t-elle plus vite lorsqu'elle se déplace de M1 à M'1 ou lorsqu'elle se déplace de M2 à M'2? Alors là aussi, ce type de raisonnement, il faut savoir le mener parce que c'est écrit qu'il faut justifier. Donc, étant donné que les durées sont égales pour aller de M1 à M'1 ou de M2 à M'2, on remarque la chose suivante. La distance parcourue pour aller de M1 à M'1, elle est plus petite que la distance parcourue pour aller de M2 à M'2. Donc, si durant une certaine durée, on parcourt une grande distance, d'accord, je répète, hein, admettons durant une certaine durée, on arrive à parcourir une grande distance, c'est qu'on a été vite, d'accord? Donc, la réponse à la question 3, donc la vitesse pour aller donc de 1 à 1', c'est égal à une distance, donc la distance M1, M'1, divisé par delta t. Voilà, la vitesse, c'est une durée, enfin c'est une distance, alors je vais mettre ça pour dire distance, c'est une distance divisée par une durée. La vitesse de la planète qui a été de 2 à 2', c'est pareil, hein, une vitesse, une durée, enfin une distance parcourue par un temps. Donc la distance, c'est la distance M2, M'2, divisé par delta t. Étant donné que la distance M2, M'2, elle est plus grande que la distance M1, M'1, ça veut dire bien évidemment que la vitesse pour aller de 2 à 2', donc de M2 à M'2, hein, elle est supérieure à la vitesse pour aller de M1 à M'1. D'accord? Donc effectivement, la distance parcourue pour une durée, pour une certaine durée est beaucoup plus grande, la distance parcourue ici. Sinon, il y a une autre manière aussi de l'évoquer, hein. Il y a une autre manière de l'évoquer. C'est l'idée suivante finalement. C'est que finalement, durant son parcours, lorsque la planète se déplace sur sa trajectoire elliptique, certaines fois, donc le Soleil est ici, hein, certaines fois la planète est loin du Soleil. D'accord? Par exemple, ici d'ailleurs, sa distance elle est maximale, hein. Elle est très loin. Et certaines fois, la planète elle est proche du Soleil. Il y a une autre manière de voir les choses, mais bon, c'est pas, la formulation n'est pas très rigoureuse. C'est de se dire finalement, comment dire, ben, lorsque la planète est proche de l'astre attracteur, plus la planète est proche de l'astre attracteur, plus sa vitesse est grande. Et lorsque la planète est éloignée de l'astre attracteur, la vitesse de la planète est faible. Voilà, donc finalement, ça revient finalement un petit peu à dire ça. Alors je remets un petit peu ce qu'on vient d'évoquer.
Alors, on va poursuivre au moins deux questions avant de couper cette première capsule vidéo. Quel nom donne-t-on à la distance f1'2? Alors, comment s'appelle la distance f1'2? Eh bien, c'est le lieu où la planète est où la planète est la plus proche de l'astre attracteur qui est le Soleil, hein. C'est vraiment en ce point-là que la planète est la plus proche de l'astre attracteur. Et du coup, cette position particulière porte un nom particulier, c'est le péricentre. Alors si c'est de manière générale, on appelle ça le péricentre, mais lorsque l'astre attracteur est le Soleil, on parle de périhélie. Péri, il y a une racine qui signifie proche, hein. Donc c'est la position la plus proche du Soleil, périhélie. Ensuite, dans la question suivante, quel nom donne-t-on à la distance OM'2? Alors la distance entre O et M'2. Bien, cette distance-là, c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe, hein. Donc par définition, cette distance-là s'appelle le demi-grand axe. Alors je vais essayer de noter cela comme ça. Donc le demi-grand axe. Et la lettre attribuée pour cette distance, qu'on appelle le demi-grand axe, la tradition, c'est de noter ça petit a. Donc je vais noter la réponse. Donc le demi-grand axe, petit a. Donc, voilà. Alors quelle est la question suivante? Alors je vais arrêter cette capsule vidéo pour cette première partie. Donc en tous les cas, prochaine capsule vidéo, on va passer au paragraphe grand 2. Donc les planètes en orbite circulaire. Donc pour la suite du problème, on va assimiler. Donc dans la première partie, on travaillait sur une trajectoire de type elliptique, hein, ce qu'évoquait la première loi de Kepler. On va faire une petite approximation qui est pas mal vérifiée dans beaucoup de calculs et qui induit peu d'erreurs. Dans la partie grand 2, on va supposer que la trajectoire de la planète est un cercle. Voilà. Sachant que finalement, retenez l'idée suivante, hein, c'est que le cercle, c'est un cas particulier d'ellipse en réalité, hein. Le cercle, c'est une ellipse avec une excentricité un petit peu particulière. Le cercle, c'est une ellipse pour lequel le demi-grand axe correspond au rayon du cercle. D'accord? D'ailleurs, même le demi-petit axe. Voilà, donc je vais couper cette vidéo à ce moment-là pour la partie grand 1 et je vous retrouve pour une autre capsule vidéo pour traiter la partie grand 2. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve donc la prochaine fois.